Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle et CKCU. Alors, aujourd'hui, nous avons le grand bonheur de recevoir Aimée-Laure Tankman, fille de Georges Pal, qui nous a quittés en janvier. Georges Pal a eu le bonheur d'apprendre que son livre avait été édité. Et avant tout, je voudrais dire aussi un grand bonjour et un grand merci à Lucienne Aben, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est à l'origine, en fait, de la gestation de ce livre, car Lucienne avait enregistré Georges Pal, et après, en 2019, pour des raisons personnelles, Aimée-Laure et Izzy, son mari, ont été amenés à habiter chez les parents, chez Georges et Arlette. Et c'est comme ça que ce projet de livre a vraiment démarré et il a été édité aux éditions Elkana. On dit bonjour à Alain Michel au passage. Alors, j'ai envie de dire tout de suite, Aimée-Laure, qui était Boulette? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, papa a toujours été un conteur. Il a toujours eu l'amour des mots, l'amour des textes, et quel que soit le travail qu'il ait fait ou qu'il n'ait pas fait, puisque à l'origine, il était parti pour faire des études de droit qu'il a arrêté assez rapidement pour rentrer dans l'affaire familiale, mais finalement, toute sa vie, il s'est occupé de la communauté. Je suppose que tout le monde a connu ces petits livres français, les petits classiques avec les tragédies de Racine ou de Corneille, etc. Lorsque j'étais en classe et que j'ai hérité des petits livres de papa, je voyais les annotations ou, par exemple, des parodies des grandes tirades de Racine ou du Cid. On va démarrer avec la genèse, puisque votre papa, Georges Pal, donc je tiens à rappeler que l'origine du nom est probablement d'une racine arabe qui veut dire le caractère, le pal. Quand on dit de quelqu'un qui a bon caractère, on dit carrément hebel, un bon caractère. Voilà. Oui, mais papa dit dans son livre qu'il avait recherché aussi, en effet, c'était d'origine berbère, le nom, et que le mot fral, moi j'arrive pas à bien le prononcer, veut dire aussi vigoureux et dégourdi. Oui, aussi. Mais dans le sens de caractère, quelqu'un de très fort. Exactement. Alors, Georges est né en 24 à Constantine et un amour fou de sa ville. Et j'ai tenu à vous faire un tout petit film où vous allez entendre la voix de votre père qui va parler de Constantine. Je suis né à Constantine et je commencerai par là. Par là parce qu'on peut dire que ma petite vie, mon parcours, s'il s'agit d'un parcours, se situe donc en 3 périodes. Constantine, Marseille, Jérusalem, et ces périodes sont éclairées par des actions communautaires. Constantine, c'était l'Ézéie. Constantine, c'était l'Ézéie. Constantine, c'était le consistoire, c'était la communauté. Constantine, c'était l'ensemble de la communauté. C'était une ville magnifique que Saint-Exupéry qualifiait de cité magique, je crois, et il y en a d'autres qui ont dit que c'était une cité des vertiges. Voilà, alors Constantine, je suis là à Constantine en 1924. Et puis, une enfance magnifique. Et c'est en 1934 que je suis entré aux éclaireurs. Grâce à mon professeur, mon instituteur de l'époque, qui était chef de troupe aux EDS, c'est-à-dire aux neutres, aux éclaireurs neutres. Et ces éclaireurs neutres, j'ai dû les quitter en 40 à cause des lois de Vichy, très brutalement. Alors, simplement une petite anecdote. Introduisant ces lois de Vichy, nous venions de faire une composition de maths avec un prof qui s'appelait M. Nemouchi. Et M. Nemouchi nous donne les résultats. Et il annonce Val, premier, fin. Zerbib, premier, fin. Attali, premier, fin. Cohen, premier, fin. Zoul, Lévy, premier, fin. Et ensuite, ça tombe. Le JA, 17e,
même nos capacités, on connaissait quand même nos possibilités. Alors on est un peu étonné. Il reprend la parole, il dit mes enfants, j'ai tenu à laisser ce souvenir à mes élèves juifs, parce que demain, je ne serai plus votre instituteur. Je suis renvoyé d'ici par les lois de Vichy, et certainement, vous ne profiterez même pas vous-même de vos notes, puisque dans quelques temps, vous partirez vous aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà un premier, si tu veux, un premier aperçu. Alors, je suis désolée, le son n'est pas excellent. Je propose d'envoyer à tous les participants le montage. Il y a peut-être des problèmes de connexion Wi-Fi. Il est très, très émouvant d'entendre la voix de Georges Pal parler de Constantine. Alors, Aimé-Laure, vous avez tenu à rappeler que votre père très tôt a rejoint en fait l'affaire familiale, la ménagère, et nous avons tout à l'heure des photos que vous allez commenter. Mais indépendamment de son travail et de son implication avec les cousins d'ailleurs, dans cette affaire familiale, il s'est entièrement donné à la communauté et tout a démarré avec les EI. Oui, en fait, on peut dire que je crois que d'un certain côté, c'est un peu une chance que papa ait grandi dans une famille aisée et qu'il n'ait pas eu vraiment besoin de s'occuper, bien qu'il s'occupait du magasin, l'affaire familiale. Bon, moi-même, je m'en souviens, puisque quand on a quitté Constantine, j'avais 11 ans et demi. Donc, l'affaire familiale était répartie. À l'origine, c'est mon grand-père paternel qui l'a créé. Il était frère aîné de 8 frères et sœurs. Et quand il a commencé à monter son premier magasin, il a fait venir avec lui 3 de ses frères. Lorsque les uns et les autres sont décédés, ce sont les cousins et une des femmes d'un des frères qui ont monté, qui ont continué cette société. Et elle était répartie, si je puis dire, en deux magasins. Un magasin dont papa était le responsable et qui était, moi, on appelait ça le magasin d'en haut parce qu'il était plus près du centre-ville, si je puis dire, européen de Constantine, où il y avait de la vaisselle de luxe, c'était là-bas que se faisaient les jouets de Noël, et qu'on se vendait des jouets de Noël, etc. Et le magasin d'en bas, qui lui était très grand et qui était, à part une quincaillerie, c'était un magasin qui servait d'atelier où se fabriquaient les tamis pour toute l'Algérie. Donc, il y avait énormément d'ouvriers, et notamment des ouvriers arabes, j'en reparlerai après, dont un qui a sauvé la vie de papa 2 fois, on en reparlera après. Et lorsque papa est revenu de la guerre en 1945, son envie, son idée était d'aller faire des études, et il voulait faire des études de droit. Il est allé faire des études de droit, et là on le rappelle en lui disant, écoute, tu fais des études de droit, c'est très bien, mais on a besoin de toi dans l'affaire familiale. Et donc il est revenu à Constantine pour diriger le magasin d'en haut. Mais parallèlement, il était revenu aux EI. Aux EI, il y est rentré en 1942 à cause des lois de Vichy. Et je dis bien à cause des lois de Vichy, parce qu'auparavant, il n'était pas aux EI, il était chez les scouts laïcs. Et donc, à cause des lois de Vichy, il avait été jeté, excusez-moi de l'expression, des scouts laïcs, et il est rentré aux EI. Mais lorsqu'en 1946, et à partir de 1942, il avait pris des responsabilités aux EI, en 1946, il en a pris davantage. Et parallèlement à cela, ça a été, si je puis dire, je pense, un engrenage, c'est-à-dire étant engagé aux EI, il s'est engagé davantage dans la communauté, en s'engageant dans le consistoire, en s'engageant dans la fédération des
des communautés israélites d'Algérie, en s'engageant pour le Congrès juif mondial. C'est-à-dire que ça a été bon, et évidemment en s'engageant avec le Mossad, mais ça, on en reparlera. Alors justement, Émile, ça foisonne, ce livre foisonne d'exemples et de quant aux EI, quand on voit les manifestations, les défilés Absolument. des EI dans le centre de Constantine, c'est impressionnant. Absolument. Pas seulement le défilé des EI dans le centre de Constantine. Bon, ça, moi-même, je m'en souviens, mais papa me racontait, il en parle aussi dans le livre, que même pendant la guerre, les EI avaient continué à défiler parce que c'était une tradition de défiler pour l'Akba Omer, de défiler dans les rues de Constantine pour les EI. Mais il y avait aussi l'implication des EI pour, si je puis dire, l'éducation des enfants directement à la sortie des Talmuds et Torah, ou bien pendant la guerre pour aider à régler les rationnements et les queues dans les épiceries. Il y avait aussi l'implication des EI, bon, et ça moi je m'en souviens personnellement, l'implication des EI au moment de Purim qui était extraordinaire, puisque les activités de déguisement étaient sur la voie publique, si je puis dire, organisées par les EI. Il y a une très belle photo, on la verra après, où on voit, je crois que c'était un jour de Purim d'ailleurs, où on voit un groupe d'EI dans lequel il y a, en premier plan, il y a Enrico Macias, voilà, exactement, vous venez de la passer. Il y a Enrico Macias, une des cheftaines EI qui est Raksha sur la droite avec les lunettes, qui a été aussi l'adjointe de papa ensuite au DEJ à Marseille. Donc, les EI avaient une très grande place. Les EI avaient les colonies des EI à partir de 54 vers la France étaient extraordinaires parce que je me dis maintenant, moi, à mon âge, si je puis dire, je me dis comment est-ce que ces responsables EI ont pu prendre la responsabilité de faire partir entre 300 et 500 enfants. Nous partions en train jusqu'à Philippeville, ensuite en bateau en voyageant dans les cales, et de là vers la destination du camp ou de la colonie, et tout ça pour 2 mois. Alors, justement, Émile, en amont de ces camps EI, je tiens à rappeler qu'en 1948, votre père épouse votre maman Arlette. Exactement. Si je tiens à le préciser, c'est que Arlette a eu beaucoup d'importance dans les camps EI également. Absolument, absolument. Là, dans les camps EI et dans les camps du DEJ. D'ailleurs, je me permets de vous citer une phrase que papa donne dans sa préface. Il explique que, bon, il dit que les souvenirs sont des liens avec le passé, etc. Et que c'est pour ça qu'un ouvrage ne peut jamais être complet parce que les souvenirs se succèdent. Mais il explique pourquoi. Et je tiens aussi à le dire, au départ, papa ne voulait pas publier ce livre. Papa disait, moi j'ai écrit ce livre comme témoignage de transmission. Pour lui, la transmission a toujours été importante. Comme témoignage de transmission pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et mes descendants. D'ailleurs, entre parenthèses, nous avons pour le moment un petit problème parce que la plupart des arrière-petits-enfants ne lisent pas le français. Donc, on attend que... Traduction en hébreu, alors. On attend la traduction en hébreu. Mais papa a écrit, vous faites allusion à un moment, je l'ai écrit afin que tous mes amis, tous ceux qui me lisent, sachent que les actes d'un homme, ses décisions, sa position dans la société sont dus en grande partie au conseil, à la compréhension, au dévouement de celles qui partagent leur vie. C'est beau, c'est beau. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de choses, papa n'aurait pas pu le faire si maman n'avait pas été là pour non seulement le soutenir, mais également être présente comme lui ne l'était pas, si je puis dire. J'espère qu'elle nous écoute ou qu'elle nous écoutera. Oui, j'espère aussi parce qu'elle se trouve avec mon autre sœur,
j'ai deux autres sœurs, Dolly et Muriel, et ma sœur et son mari sont chez elle, là, actuellement. Alors, j'espère qu'elle nous écoute aussi. Alors, j'ai une petite pensée quand même pour la Tunisie, car Arlette et Georges se sont mariés en septembre 48 et Ouais. ont fait leur voyage de noces en Tunisie en allant pèleriner à Testour. Or, nous avons parlé du pèlerinage de Testour la semaine dernière dans ce même Ah, atelier. ah, mais à propos du mariage de papa et maman, j'aurais dû prendre la photo, mais je n'y ai pas pensé. Papa le raconte dans son livre que ce mariage, je sais que pas mal de personnes de leur âge m'ont dit qu'ils s'en souviennent parce que d'un côté, il y a eu, comme ça se fait, je pense encore en France, la choupa qui se fait à la synagogue. Donc, elle s'est faite à la grande synagogue de Constantine. Mais ensuite, de cette synagogue jusqu'au local des EI, les EI avaient mis un tapis rouge. Dans mon souvenir, je ne pense pas me tromper, il y a facilement 200 mètres. Et lorsque ils sont arrivés au local, maman était cheftaine de meute pour ceux qui ne connaissent pas les EI, les scouts. Chez les scouts, quand on est jusqu'à l'âge de 12 ans, on fait partie des louveteaux et c'est basé sur l'histoire de Mowgli et de la jungle. Et donc, c'est une meute. Maman était cheftaine de meute, papa était son chef d'ailleurs. Et les louveteaux de maman, la meute de maman, leur ont offert un loup en bronze où il y a marqué la main dans la main. Et je crois que il vos est toujours parents chez l'ont eux. toujours. Vos Oui, 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 parents oui, l'ont oui, toujours. oui, Hein. oui, oui, il est toujours, absolument. Oui, oui, il Alors, est toujours. Émélore, revenons un petit peu à Constantine et au titre du livre qui a toute son Oui, importance parce que le Roumel, donc c'est du Roumel au Cotel, le Cotel. Roumel est une petite rivière, un ruisseau en Oui, fait, oui, oui, hein, qui oui, traverse la ville. oui, mais je crois que ce qui est impressionnant dans le Rumel, ce n'est pas le ruisseau lui-même, mais les gorges Tout à fait. qui ont fait que d'abord Constantine est construite sur un pic, sur un rocher, un peu comme Jérusalem en hauteur. D'ailleurs, je me rappelle que dans mon souvenir, les Constantinois disaient que c'est la petite Jérusalem, mais ça, je suppose qu'il y a beaucoup de villes où les Juifs disent que c'est la petite Jérusalem. Et à cause de ces gorges, Constantine avait plusieurs ponts. Malheureusement, moi, je suis née en 50 et déjà en 54, il y a eu les événements d'Algérie. Donc, je n'ai pas connu les différents sites touristiques liés à ces gorges. Mais ceux qui l'ont connu disent qu'il y avait en bas des gorges un chemin qui s'appelle le chemin des touristes, qui était assez impressionnant. Et d'ailleurs, papa, bon, je saute un peu, mais papa le rappelle avec une anecdote. Je vais la retrouver là tout de suite, avec une anecdote du père d'un des grands rabbins de Constantine, voilà, page 276. Un des grands rabbins de Constantine, Sidi Fredj, son père était également un rabbin et un dayan. Et c'était quelqu'un de très sage, paraît-il. Hein. Moi, je ne l'ai pas connu, évidemment. De très sage et avec aussi beaucoup d'humour. Et il avait l'habitude, le samedi après-midi, entre Mincha et Arvit, de se promener avec ses disciples sur ce chemin de touristes. Alors, papa raconte, un Shabbat, lors d'une de ces promenades, ils croisèrent un groupe de jeunes Arabes. Arrivés à leur hauteur, ceux-ci, les Arabes, s'arrêtent et s'adressant aux promeneurs, leur disent d'une voix forte et agressive que soient maudits les amis du Shabbat. Le rabbin, Sidi Bahar, très calmement, les regarde, les toise, hocha la tête,
et répondit sans hausser le ton, « Vous avez raison, que les amis du Shabbat soient maudits 2 fois. » Et il reprit sa marche d'un pas égal. Devant ces paroles, étonnement des Arabes, qui certainement recherchaient un affrontement, mais aussi des disciples, des Juifs, qui ne comprenaient pas le flegme et même la dérobade de leur rabbin. Après quelques minutes de flottement, les Arabes revinrent sur leur pas et s'adressent directement à Sidi Baha. « Nous avons dit, maudits soient les amis du Shabbat, et tu es d'accord ?» Il les fixe à nouveau et leur répond sur un ton professoral. « Les amis sont ceux qui marchent à vos côtés, qui vous encadrent. Ceux qui sont aux côtés du Shabbat, ce sont le vendredi et le dimanche. Vous avez dit qu'ils soient maudits. Je peux être d'accord avec vous que vendredi et dimanche, amis du Shabbat, soient maudits. » Voilà pour le chemin des touristes et la sagesse des rabbins de Constantine. Bon, c'est un peu dans le désordre, mais ce n'est pas très grave. Alors, par rapport... Là, on voit la photo de Sidi Frej Khalimi. Comment? La photo et donc là, vous avez Sidi Frej Khalimi. Voilà. Voilà, exactement. Sidi Frej Khalimi. Est-ce que je peux me permettre, si on a la photo de Sidi Frej Khalimi, de vous raconter aussi quelque chose qui montre la souplesse. Voilà, la souplesse et la sagesse, et c'est ce que papa dit tout le temps, des rabbins de Constantine. Papa en cite énormément, il y a énormément d'histoires dans son livre, mais il raconte quelque chose qui s'est déroulé durant l'année à Rosh Hashanah de 57 ou 58. À Constantine, il y a une tradition où on fait la prière, une des prières pendant le Seder, c'est sur les épinards. Parce que, bon, papa nous a expliqué, il y a une des brachot qui dit « Chez Istalku oivenu ». Chez Istalku, ça veut dire qu'il s'en aille en hébreu. Mais en arabe, le mot « salk », ce sont les épinards. Donc, on fait la prière sur les épinards. Bon, mes enfants n'ont jamais rien compris à ça, mais c'est pas grave. Donc, c'est la veille de Rosh Hashanah, les marchés sont pleins de vendeurs et d'acheteurs affairés. Sur le marché de la place Négrier, circulent des marchés arabes vendant des épinards. Il y en a plusieurs et quelques jours auparavant, la boîte se vendait 1,25 franc. Ce jour-là, elle était partout, jusqu'à même 2 francs la pièce. À ce moment-là, le coursier du consistoire arrive dans toutes les boucheries, il va voir le Sidi Frej, et Sidi Frej lui dit « Tu vas aller dans toutes les boucheries et dans toutes les épiceries et tu vas dire que cette année, il est interdit de faire la prière sur les épinards. » Je tiens à rappeler qu'à Constantine, à l'époque, il y avait 12 boucheries cachères. Absolument, absolument. Hein? Et alors, en parlant des rabbins, ce qui est important, parce que vous avez donné la place d'Ésaïe qui allait chercher les enfants à la sortie des Talmud Torah, il y avait 1000 enfants inscrits dans les Talmud des Torah. Absolument. C'est impressionnant. Oui, oui, c'était la plus grande participation d'Algérie. Oui, oui. Alors, vous avez également noté la souplesse des rabbins, des rabbinim de Constantine. Et là, Gérard va nous mettre la photo de Manitou, car votre père était très attaché à l'enseignement de Manitou. Manitou qui était très proche de votre famille, de vos 2 familles. C'est lui qui m'a mariée. Et votre père rappelle comment Manitou arrivant chez vos grands-parents embrasse votre grand-mère. Il était accompagné d'un autre rabbin. Absolument. Votre grand-mère lui tend la main à l'autre rabbin qui, bien sûr, tourne la tête. La souplesse et l'adaptation et l'empathie et l'affection que pouvait avoir Manitou. Absolument. Qui, heureusement, nous a laissé beaucoup d'enseignements. Absolument. Pas écrits, malheureusement, mais au moins oraux. Oui, papa, je crois que c'est André Chouraki qui dit de Manitou, c'est un extraordinaire éveilleur de conscience. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a de la place aussi pour les autres rabbins, car votre père a connu le grand rabbin Chili,
le grand Oui, rabbin Jaïs, le grand rabbin Emmanuel Chouchna, dont il était oui, très proche, oui, le absolument, grand rabbin Naouri. Je absolument. fais un petit coucou à toute la famille Naouri. Il rappelle notre ami Zichrono Livracha également, Saül lui-même, Nahon, Saül Naouri, oui, qui après a été à Aix avec Chouchna. En fait, vraiment, il y a un panorama de rabbins que l'on voit défiler dans ce livre qui est impressionnant. Au même titre que d'autres personnages, les personnages, absolument. tous les castors, tous les grands personnages des EI, Oui, qui restent dans la mémoire de tous les enfants, qu'ils soient bâtisseurs, EI et après. oui, oui, Et d'ailleurs, votre père cite quelque chose, il dit quelque chose de très vrai, il dit la récompense d'une mitzvah est une mitzvah. exactement. Alors, si vous pouviez nous la commenter, parce que c'est vraiment très, très important. Oui, parce que si vous voulez, comme je vous l'ai dit, pour papa, hein, c'était ce qui était important, c'est d'une part la transmission, l'éducation et le fait d'agir par l'exemple. Et c'est pour ça que pour lui, la mitzvah, je ne peux pas dire que la mitzvah était un fait gratuit ou qu'il pensait qu'en faisant une mitzvah, il serait récompensé. Pas du tout. Il pensait que justement, une mitzvah, quelle qu'elle soit, que ce soit de donner la tzedaka ou d'aider quelqu'un à mieux agir, était un fait naturel et, et qu'un beau jour, peut-être, il y aurait quelque chose qui... Mais il n'y pensait pas vraiment. Absolument. On pourrait dire que c'est la mitzvah non consciente. Voilà, absolument. Hein? C'est pour cela que... Et Mélor, donc, Georges et Arlette font leur premier voyage en Israël. Oui. D'accord? Non, papa le premier voyage de papa s'est fait sans maman. Oui, Papa c'est a vrai. été C'est le invité par deuxième. le Exact. gouvernement Tout à lorsqu'il fait. a été engagé au Mossad Absolument. Et en alors, 56. là, il y a un panorama, il y a un panel de personnalités qu'il rencontre. On se dit, dans une vie, c'est absolument incroyable les grands personnages qu'il a été amené à rencontrer. Oui, c'est vrai, c'est Hein? vrai. Et alors, malheureusement, arrivent les événements en Algérie. Oui, Et, bien sûr, la famille prend le chemin de l'exil oui, et oui, arrive à Marseille. oui. Alors, pourquoi le choix de Marseille? Peut-être justement la chaleur. Non, écoutez, je crois que c'est très simple. En 61, bon, d'abord un petit retour en arrière. Euh, Papa était donc actif au Mossad. On avait tout le temps des Israéliens à la maison. Et évidemment, on n'était pas absolument pas au courant des activités de Bien papa sûr. avec le Mossad ou des tentatives d'attentat qu'il y avait eu contre lui. Nous, les Israéliens, nous les enfants, les Israéliens que nous voyions à la maison, parce que quand ils arrivaient en général au magasin d'en haut, et un des ouvriers arabes de papa lui disait « Tes amis israéliens sont là, il faut prévenir Madame Arlette qu'ils vont venir manger ce soir à la maison. » Donc, on était prévenus comme ça. Ils arrivaient et papa nous disait continuellement « Ce sont des chorégraphes qui viennent apprendre les danses folkloriques aux EI. » Alors, tous les Israéliens que j'ai connus jusqu'à ce que... Il n'y avait que des danseurs, quoi. C'était, voilà, des danseurs. D'ailleurs, moi-même, j'ai été une passionnée de danse folklorique. Peut-être à cause de ça, j'en sais rien. Donc, en 61, mais parallèlement, il continue à mener à bien l'entreprise, si je puis dire, des colonies de vacances. Donc, les colonies de vacances continuent à se faire. En 58, lorsque papa et maman sont venus en Israël, avec notre groupe d'amis, ils avaient acheté un terrain
Bacham, si je me souviens bien, et aussi avec un ami, autre chose à Ashdod pour monter une affaire. Et papa disait, il n'y a pas de problème, je rentre à Constantine, je demande à mes cousins de me donner ma part et nous faisons notre alia. Malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Pas du tout, parce que les cousins n'étaient ni sionistes, ni partants pour Israël, et persuadés que l'Algérie resterait française, ou même si elle restait israélienne. Une des tantes de mon père disait, on portera à la kafia, mais on restera là. Donc, ils lui disent, quand tout sera vendu, tu auras ta part. Donc, les projets tombent à l'eau. Et arrive 1961, papa, entre-temps, a fait un autre voyage en Israël où il rencontre Ben Gurion, entre autres, et Moshe Charet, et où il leur explique aussi que l'alia des Juifs d'Algérie est différente de celle du Maroc ou de Tunisie, parce que les Juifs d'Algérie étant citoyens français, ils n'ont pas de caractère d'urgence. Et ils sont, par exemple, ceux qui étaient fonctionnaires d'État, étaient déjà mutés en France. Donc, papa a dit, bon, écoutez, la dernière colonie se passe en 61 à Flon, près de Thonon. Déjà, un certain nombre de ces adjoints qui étaient employés de l'État, le mot en français m'échappe, qui était fonctionnaire d'État, voilà, qui était fonctionnaire d'État, c'est extraordinaire, c'est le mot en hébreu qui me vient, qui était fonctionnaire d'État, avait déjà été muté, donc il ne repartait pas en Algérie. Et papa, et comme de toute façon, le passage pour l'Algérie se faisait par Marseille, papa devait rentrer en Algérie pour faire le cadre avec maman. Il dit, on s'arrête à Marseille, il nous loge dans un hôtel et il dit, je pars à Constantine. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes à Marseille. Et là, il y a un premier conteneur qui arrive, mais nous ne nous installons pas. Nous sommes dans un 2 pièces, si je me souviens bien, 7 personnes. Nous sommes dans un 2 pièces. Moi, en tant qu'enfant qui a presque 12 ans, c'est le souvenir que j'ai d'être passé d'une maison énorme à ce 2 pièces. Tout le conteneur se trouve dans un garage en bas avec tous les meubles, avec uniquement le piano devant pour que je descende faire mes gammes tous les jours parce que je n'avais pas abandonné le piano. Et nous sommes là en attente de partance pour Israël. Et c'est là que papa reçoit une lettre de Haram, le directeur exécutif, le directeur mondial de l'exécutif de l'agence juive, qui lui dit, écoutez, non, vous ne venez pas en Israël. Bon, entre-temps, papa avait fait un retour manqué à Constantine. Avec votre grand-mère. Il a fait un retour avec ma grand-mère, mais il devait faire un premier retour, il le raconte dans son livre, il devait faire un premier retour avec ma grand-mère, et là, il reçoit un coup de fil d'un de ses cousins de Constantine, du magasin, qui lui dit ne viens pas. Et d'autre part, il y a, et ça mon frère et moi nous nous en souvenons, il y a une personne du consulat de Marseille, du consulat d'Israël de Marseille qui vient et qui lui dit vous ne pouvez pas rentrer à Constantine. Et par chance, je ne sais pas, papa a toujours dit le bon Dieu est un champion. Il ne retrouve pas le sac de ma grand-mère avec les passeports et les billets, donc il ne part pas. Et il s'avère que ce même employé qui avait déjà sauvé la vie de papa et qui était un colonel du FLN avait prévenu qu'on attendait papa à sa descente d'avion pour donc il ne part pas. En fait, cet employé qui s'appelle Mamar l'a sauvé à 2 reprises. Absolument, absolument. Mais oui, absolument. Il a sauvé à 2 reprises. Rapidement, la première fois, c'est parce que quelqu'un rentre dans le magasin
papa était assez rarement dans le magasin d'en bas, si je puis dire, avec un guerrier. Papa se trouvait là ce jour-là. Un arabe rentre. Papa pense que c'est un client. Et sur le pas de la porte, ce même employé Mahamar sort, va vers cet arabe et le renvoie. Parle avec lui et le renvoie. Et papa vient voir Mahamar et lui dire, moi je me souviens très bien de cet employé Mahamar, parce que mon frère et moi, il nous faisait monter là-bas, tout à fait en haut, pour pouvoir jouer avec là où il y avait tous les tamis. Et papa lui dit, mais enfin Mahamar, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand on renvoie un client? Et Mahamar lui dit, Monsieur Georges, c'est pas un client. C'est pas un client, c'est quelqu'un qui est venu pour te tuer. Et moi, je le sais. Ne me demandez pas d'où je le sais. C'est là que votre père a compris que c'était un membre du FLN, un membre absolument, absolument, absolument. Et donc, on est resté, à la suite de cette lettre, l'agent juif lui dit, il y a une urgence, parce que finalement, ils se rendent compte que les Juifs d'Algérie, le premier arrêt, c'est Marseille, puisqu'ils arrivaient par bateau. Le premier arrêt, c'est Marseille, et que là, ils étaient sujets à beaucoup de dangers, certains dangers que moi-même j'ai vus parce que j'étais partie avec papa au port, où ces personnes arrivaient complètement désorientées, avec malgré tout toute une bureaucratie à faire en tant que rapatriés. Et il y avait de bonnes âmes, on va dire, sur le quai qui proposaient de s'occuper des enfants. Et donc, il y avait d'une part un risque d'assimilation, mais d'autre part aussi un risque d'éboulement complet pour ces jeunes qui perdaient leurs repères. Donc, ils lui disent… Et là, deuxième fonction dans des mouvements importants, Georges Fall prend la direction du DEJ. Il crée le DEJ à Marseille. Voilà, il crée le DEJ à Marseille. Oui, mais il faut quand même, parce qu'il y a souvent une confusion, il faut quand même dire que le DEJ n'a pas été créé en France. Le DEJ a été créé au Maroc dans les années 50 par Edgar Gedge, Lenclair. Et en 61-62, Lenclair, enfin, j'ai du mal à l'appeler Edgar Gedge, je l'ai toujours appelé par son totem. Lenclair était à Paris avec les instances du Fonds social et des ZI en disant, il ne pensait pas encore au DEJ, mais en disant qu'il va falloir peut-être trouver des structures pour les jeunes qui arrivaient d'Afrique du Nord. Et c'est à ce moment-là, lorsque papa a reçu cette lettre, ils ont décidé de créer le DEJ à Marseille. Et c'est comme ça que le DEJ s'est créé dans des conditions absolument incroyables aujourd'hui, parce que les GI, je m'excuse de dire ça, les GI étaient vus un peu comme un groupe élitiste. Les GI, on venait aux GI. Les GI n'allaient pas chercher les enfants sur le terrain. C'était la grande différence. Papa était EI. Moi-même, à cette époque, j'avais 12 ans, je ne comprenais pas que papa crée un nouveau mouvement de jeunesse. Je le qualifiais de traître. Je me rappelle nos discussions en lui disant, papa, tu as fait ta promesse de servir les EI et tu fais maintenant un nouveau mouvement de jeunesse. Je me souviens mes disputes. Et c'est là où il m'a dit, tu vas venir avec moi et tu vas voir ce qui se passe. Et les EI ne venaient pas sur le terrain. Et c'est comme ça que le DEJ a été créé à Marseille avec les premiers moniteurs qui étaient des jeunes recrutés dans des résidences où il y avait beaucoup d'Égyptiens qui étaient arrivés dans les années 56. Alors, justement, le DEJ est là, mais votre mère aussi. Et j'aimerais vous donner un petit peu sa place. Et ce livre foisonne d'histoire. Vous allez nous rappeler ce qui s'est passé au kibbutz, un kibbutz créé par des Tunisiens, où, en visitant le poulailler, alors racontez-nous l'histoire du poulailler, parce que j'ai trouvé que la présence d'esprit d'Arlette a été très forte. Écoutez, je ne m'en souviens pas
complètement. Alors, je Mais vais la rappeler. Si vous permettez, je vais la oui, rappeler. ils m'ont demandé maman était Alors, enceinte. voilà, Arlette était enceinte de Muriel, je crois. Et Oui, donc, c'est avant la création du DEJ, c'est en 58. c'est en 58, tout à fait. Et Oui. le responsable du poulailler s'adresse à votre mère avec un œuf et lui dit, Absolument. je vous invite à gober cet C'est ça. œuf parce que c'est bon signe pour une femme enceinte. Absolument. Arlette, n'osant pas lui refuser, garde vraiment toute sa présence et lui dit, mais merci, c'est très très gentil de votre part. En effet, Georges, tu veux bien Oui. gober, donner en donnant, et ça a été votre père qui a été obligé de gober cet œuf cru. Absolument, absolument. C'est pas la première fois, enfin, c'est pas la première fois que papa est comme ça sollicité de façon assez humoristique. Il rappelle dans le chapitre, qui est le dernier chapitre en fait, le chapitre des voyages, Oui. que papa avec un coup d'œil à l'écrivain du Bellay, a intitulé le chapitre Heureux qui, comme il dit, ça fait un beau voyage. Il a rappelé les voyages qu'il faisait avec ses parents régulièrement en France. Et il raconte une anecdote, si vous permettez, je vais la redire rapidement. Il raconte une anecdote. Ma grand-mère était habillée à l'oriental. Elle est merveilleuse, celle-là. Ma grand-mère était habillée à l'oriental. Bon, mais encore une fois, étant donné que c'était une famille aisée, elle avait des tenues, j'en ai hérité d'une d'ailleurs, elle avait des tenues vraiment extraordinaires, très belles. Donc elle était, et papa dit, pendant notre séjour à Vichy, mon père s'était rendu à la buvette d'eau thermale et nous l'attendions au parc. Ma mère, à l'époque, était habillée à l'oriental, ce qui, tout en étant élégant, lui donnait une allure un peu exotique et même un halo de mystère. Ce sont certainement ces originalités qui ont poussé un jeune curé à s'adresser à elle sous une forme à la fois familière et colonialiste. Vous, très jolie, moi, votre amie, ma maison est à côté, pas loin. Dans ma chambre, j'ai de belles choses à vous montrer et à vous offrir. Et nous pourrons prendre ensemble un bon verre de vin. Venez, venez avec moi. Ma mère lui répond alors dans un français parfait, c'est très gentil, vous êtes très aimable. J'accepte avec plaisir votre invitation. Et à ce moment-là, elle appelle mon père. Georges, va chercher ton père pour qu'il vienne avec nous chez le monsieur. À ces mots, notre gentil curé ne demande pas son reste, fait demi-tour et s'éloigne rapidement. Excellent, excellent. Et d'ailleurs, vous avez ce petit appartement qui vous a un peu choqué quand vous êtes arrivé à Marseille. Il y a une petite histoire que votre père raconte. Je pense que c'est dans cet appartement que ça se passait. Ils avaient un voisin. Votre mère était outrée en disant, attendez, attends, Georges, tu vas pas me faire cohabiter avec des gens comme ça. C'est le deuxième appartement que nous sommes passés à Marseille. C'est le deuxième. Et oui. Donc, le voisin vient un soir sonner en disant, j'ai compris que vous étiez juif, je suis monsieur Bénichou et je vous propose de me joindre à vous pour étudier tous les soirs une page de Talmud. Absolument, absolument. Et nous avons gardé, je viens de penser que j'ai oublié de lui envoyer le lien, parce que nous avons gardé vraiment des liens très, très, très amicaux. Il y avait les Bénichous d'en haut et les Bénichous d'en bas, c'était deux frères, un au 7e et l'autre au 4e. Et une des filles du 4e habite à Ashdod avec son mari. Et nous avons gardé des contacts. Évidemment, ils étaient au DEJ également. Et son mari et elle se sont connus au DEJ. Alors, on fait un petit coucou à la famille Bénichou. Absolument. Et on s'arrangera pour leur faire parvenir absolument, oui. Alors, votre père parle également des rencontres. Et j'ai été très émue car grâce à ce livre,
j'ai retrouvé trace d'un de nos amis que nous avons perdu de vue, pardon, qui était le cousin germain de Georges. Je veux parler de Roland Gozlan, avec un Ah D, oui. s'il vous plaît. Oui, je vais vous dire que Roland et sa sœur Huguette, et d'ailleurs, encore une fois, je n'ai pas pensé à envoyer ça à mes cousins, aux enfants de Huguette et aux enfants de Roland, on le leur fera parvenir avec eux. C'est vraiment une histoire, l'histoire de leur famille est ce qu'on peut appeler une marque du destin. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le père de Roland était le frère de ma grand-mère paternelle. Et donc, ils habitaient à Constantine. En 1934, à Constantine, il y a eu un pogrom. Et le frère de ma grand-mère avait une industrie de fabrication de boissons. Et lors de ce pogrom, en fait, il a été sauvé par un de ses ouvriers arabes qu'il a caché dans un camion au milieu d'une bouteille, au milieu des bouteilles. Monique, moi, je ne vous vois plus là. Hein. Mais nous, on vous voit, vous inquiétez pas. D'accord, voilà, ça y est. Au milieu des bouteilles, pour le faire sortir du quartier. Immédiatement, il a pris sa femme et ses 2 enfants et il a dit, on quitte Constantine et on part à Marseille. Et c'est ainsi qu'ils sont partis à Marseille. Arrive la guerre. Il est gérant d'un café sur le port de Marseille et la caissière, je crois, qui voulait avoir le poste, le dénonce aux Allemands. On vient donc l'arrêter, il est déporté à Drancy et il ne revient pas de déportation. Sa femme et ses enfants ont juste le temps de se sauver et Roland prend le maquis. Prend le maquis. Au retour de la guerre, il retrouve la caissière et il la descend avec l'aide des FFI. Maintenant, sa cousine, la sœur de Roland, Huguette. papa Huguette, papa n'avait pas eu beaucoup, il avait juste vu, je crois, à Marseille lors du débarquement de Provence, mais il n'avait pas beaucoup de contact avec elle. Et lorsque nous sommes arrivés à Marseille, je crois 1 ou 2 ans après, le mari d'Huguette travaillait à l'agence juive. Et c'est ainsi que le lien s'est refait et ils avaient pris l'habitude de venir passer tous les Pessars chez nous. C'est émouvant. Oui. J'ai retrouvé également un autre ami auquel votre père était très attaché puisqu'il a fait l'ALIA en 88 avec lui. Je veux parler de Roland Dajou. Ah, Roland Dajou. C'est une histoire entre la naissance de Chirel et la naissance de Yaël. De Yaël, la première petite fille de papa, ma première petite nièce, si je puis dire. C'est-à-dire, Roland Dajou, papa l'a plus connu dans le cadre de ses fonctions avec la UJF. Oui, il est entré en 72. Exactement. D'ailleurs, papa dit quelque chose lorsqu'il a créé le DEJ et qu'il devient donc salarié, il dit, je cite de mémoire, mais il dit, en fait, ce qui me gênait le plus, c'est de devenir salarié pour quelque chose que j'ai toujours fait bénévolement, m'occuper des jeunes. Mais au fur et à mesure, il a surmonté ça. Quand il est rentré à l'AUJF, il a eu beaucoup de mal et il a beaucoup souffert du fait que non seulement il était salarié, mais qu'il devait continuellement donner des comptes et si vous voulez, justifier continuellement ses actions. Et son passage à la UJF
ne lui a pas apporté vis-à-vis de ses, pas vis-à-vis des gens qu'il a rencontrés, mais dans ses fonctions mêmes, ne lui a pas apporté de véritable satisfaction. Maman disait d'ailleurs, j'ai donné un éducateur et vous me rendez un comptable. Tout à fait. Alors, Aimé-Laure, juste avant de vous faire commenter les photos que nous avons retenues, on va peut-être raconter une petite histoire très sympathique parce que arrive Ladia, arrive Loulpan, votre père a beaucoup de difficultés avec l'hébreu, et qui fait les devoirs de Georges Fall? Le restaurateur chinois. Exactement. C'est pour ça que je me suis dit, moi, en tant qu'ancienne enseignante, je me suis dit, papa devait être un élève très turbulent et très, comme on dit en hébreu, chauvave. D'ailleurs, une toute petite anecdote, je ne pense pas que papa allait les raconter dans le livre. Bon, papa était un enfant très gâté parce qu'il était enfant unique. Il était le 10e. Ma grand-mère avait perdu 9 enfants, soit en couche, soit celle qui a vécu le plus longtemps, c'est une petite fille qui a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans et demi. Et c'est pour ça que la première partie de mon nom, c'est Aimée, c'est son nom à elle. Et donc, ses parents lui passaient tout. Il avait voulu un jour faire dormir un agneau dans son lit, il a fait dormir un agneau dans son lit, faire monter un âne au 3e étage dans l'appartement, il a fait monter. Et un jour, il est en 6e, je crois, le proviseur de l'école vient et il le voit en dehors en train de jouer au football. Alors il lui dit, mais enfin, Fall, vous n'êtes pas en cours? Et il lui dit, non, je suis malade. Il lui dit, comment vous êtes malade? Ah oui, oui, monsieur, je suis malade. Mais vous êtes là en jouant au foot? Oui, parce qu'il me faut de l'air, parce que je suis malade. Alors il lui dit, mais enfin, vous foutez de moi. Et il lui dit, ben, téléphonez à mon père et demandez-lui. Il téléphone à mon grand-père, il lui dit, écoutez, votre fils n'est pas en cours, il est dans la cour en train de jouer au football, il dit qu'il est malade. Ah, s'il dit qu'il est malade, c'est qu'il est malade. Alors, Aimé-Laure, on va vous inviter maintenant à commenter les photos retenues. Donc, allez-y, il y a la première. Alors, la première, c'est justement mon grand-père et mon père à Constantine. À mon avis, papa devait avoir là aux environs de 10 ans, pas plus, dans les rues de Constantine. Deuxième photo. Alors, deuxième photo, c'est en fait l'enterrement en 48, je crois, du grand-père de maman. Maman vient d'une grande lignée de grands rabbins, et entre autres, Rabbi David Cohen, qui était le père de mon grand-père paternel, qui avait une yeshiva, entre autres, où on étudiait le Zohar, et qui avait une particularité, si je puis dire, c'est qu'il était aveugle, mais qu'il connaissait absolument tout. Il donnait toutes les références en me disant, tu vas chercher dans la bibliothèque, sur telle étagère, telle page, etc. Et pour son enterrement, ce sont les Zéhi, voilà, qui ont porté son cercueil. Ça, on l'a commenté. Pourim à Constantine. Je me souviens pas de tout le monde, là, j'ai du mal à reconnaître. Je vois très bien, là, bien sûr, Enrico Macias, c'est Raksha, c'est son totem. Dans le livre de la jungle, Raksha, c'est la mère louve. La mère louve. Et ça, ah oui, ça, c'est extraordinaire. Je crois que c'est une des premières grandes sorties du Dej à Marseille. La plantation d'arbres, il y avait un endroit qui s'appelait l'Opège, je ne me souviens plus des initiales, qui pendant la guerre avait accueilli des enfants. Et cet endroit, il y avait donc un château qu'on voit derrière et un énorme parc. Et pour tout Bishvat, on faisait sortir tous les enfants. On ne le voit pas très bien là, mais une des personnes qui plante, c'est le grand rabbin Salzer, qui était à l'époque grand rabbin de Marseille. Et il faut le reconnaître, et papa le dit aussi, qu'il a été extraordinaire avec toute l'aide qu'il a
pu donner pour que la naissance du DEJ et le fonctionnement du DEJ se passe le mieux possible. C'est sorti, il y avait énormément de monde. Il y avait quelquefois, on arrivait à faire sortir plus de 500 enfants d'un seul coup. Alors ça, c'est, je crois, pour un des Pourim, papa déguisé en spahi. Alors lui-même dit que c'était peut-être un peu prémonitoire, puisque lorsqu'il est rentré à l'armée à l'âge de 19 ans pour la guerre, il a été engagé dans les spahis. Et d'ailleurs, je vous invite, on n'a pas le temps maintenant, et je ne vais pas le raconter, je vous invite à lire la page où il raconte, lors de sa chute de cheval, le mois qu'il a passé à l'hôpital à Batna en étant soigné aux petits soins par les uns et les autres. Parce qu'il a eu la chance de rencontrer des proches. L'un derrière l'autre, ses proches, une personne qui voulait étudier avec lui de la Gemara, le commandant de l'hôpital qui tout d'un coup découvre que papa est champion de ping-pong et qui veut faire avec lui du ping-pong et lui dit « je vous garde encore un peu ». Un des ponts de Constantine. Moi, personnellement, je me souviens surtout, évidemment, du pont suspendu. Et le pont Sidi Rachel, je ne m'en souviens pas parce que je crois qu'on n'allait pas de ce côté-là. Ça, c'est la première troupe dont papa a fait partie. En fait, il est sur la deuxième, il est debout, la première ligne debout, c'est lui qui est à l'extrême gauche, là. Voilà, exactement, c'est ça. Ça, c'est le voyage à Stockholm. Il était représentant de l'Algérie lors du Congrès juif mondial à Stockholm en 1959. Et il le dit, la façon dont ils ont été reçus, les visites qu'ils ont faites à Stockholm, et le petit accrochage qu'il y a eu lorsqu'il est monté à la tribune pour parler, et qu'un des représentants du judaïsme argentin lui dit « si tu ne parles pas en yiddish, ça veut dire que tu n'es pas juif ». Et il a fallu que le professeur Al-Ghazi lui demande qu'on fasse des excuses pour que papa et la délégation continuent à parler. D'ailleurs, beaucoup de membres se sont levés et sont sortis de la salle. Oui, absolument. Papa, le professeur Al-Ghazi avait demandé à ce que toute la délégation française s'en aille. Alors ça a été le premier magasin de la société. Celui d'en bas ou celui d'en haut? Non, c'était un magasin qui était situé au milieu, si je me souviens bien, de la rue de France. C'est-à-dire, il n'avait pas ni en bas ni en haut. Après, ils ont acheté… Excusez-moi si j'interviens. Excusez-moi. C'est oui, pas ça du tout. C'est un magasin qu'ils avaient ouvert à Marseille. Ah oui, à Marseille, tu as raison, Gérard. Oui. Avant la guerre. Bonjour Gérard, je suis ravie de voir que vous nous avez rejoints. Voilà, oui, Gérard, tu as raison. C'est un magasin qu'ils avaient ouvert à Marseille et d'ailleurs, papa a dit que si… C'est un magasin, pardon, je peux intervenir? Oui. C'est un magasin qu'ils avaient à la rue du Petit Saint-Jean. C'est ça. Et votre grand-mère, finalement, ne supportait pas le climat de Marseille, l'ambiance et tout. Exactement. Et ils ont voulu repartir. Ils sont repartis à Constantine à ce moment-là. Oui, oui, absolument. Gérard Fall, c'est le papa de Anat? Oui, Enat. Oui. Enat. Moi, je suis le papa de Galit. Ah, ben enchanté. Voilà. On est en famille, c'est bon. En plus, vous avez le même patronyme. Vous appelez oui. C'est pour ça que Enat et Galit sont très proches. Ah oui. C'est sûr. Alors là, c'est lors d'une des colonies de vacances. Je crois que c'est un camp, si je me souviens, je pense que c'est à la Chamarge en 1954. Il y a donc papa à l'extrême droite, nous trois là, nous sommes les trois enfants là. Moi je suis au milieu avec en bas là avec un pull bariolé. Voilà, moi je suis au milieu, Gérard à ma gauche, Dolly à ma droite, Muriel n'était pas encore née. Je me souviens plus si toi Gérard tu t'en souviens. C'est pas Gérard Junot? Non. Gérard. C'est pas Gérard Junot. On dirait Manitou quand on voit des photos de Manitou. Non. Je me souviens plus qui c'était comme chef EI. Je ne me souviens pas.
Alors ça, c'est une autre, ça c'est la colonie de Die. À partir de 1954-1955, ils avaient loué des, à Aoust. Ils avaient loué un bâtiment pour les jeunes et les éclaireurs étaient dans un autre camp. Alors, si je me souviens bien, en bas, tout à fait en bas à gauche, c'est la sœur de Dédé Halimi, j'arrive. Rosette. Rosette. Voilà. Rosette Halimi, je ne sais plus où elle est. Elle habite Israël maintenant. Voilà, elle habite Israël. Si je continue, lui, je ne me souviens pas qui c'est, mais à droite, là, avec la chemise noire, je pense que c'est Bébé Roubi. Non. Non. Je crois que c'est celui qu'on appelle Lionceau. Bébé Roubi, il n'a jamais fait les camps avec Constantine. Alors, tu vois, je me souviens pas. Dessous, il y a Écureuil. Jean Zerbib, voilà. En dessous, voilà, Écureuil. Qui est devenu notre oncle. Qui est devenu le beau-frère de maman. Maintenant, derrière, le plus grand, c'est Girafe, que nous avons toujours appelé tonton Girafe. Plus haut, le plus grand de tous, voilà. Oui, c'est ça. À côté de lui, il y a papa. Et derrière entre eux, c'est Robert Bacouche, le frère de Rapcha et de Belette. Voilà, exactement. Et ici, à gauche, je ne sais pas si ce n'est pas Caribou. De l'autre côté. De ici, voilà. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ceux que j'arrive à reconnaître, moi. C'est ça. Ça, c'est justement Pépé et Mémé, ma grand-mère. Je ne sais pas si c'est dans les rues de Constantine ou lors d'un voyage en France. Je ne sais pas. Ça, c'est le 8 mai 45, à la libération de Paris. Papa raconte les fêtes et la descente des Champs-Élysées. Je crois qu'à côté de lui, mais je ne me rappelle plus où, il y a aussi un autre Constantinois. Je ne sais pas s'il n'y a pas Robert Ifrard. Oui, je crois, mais je ne reconnais pas. Il dit qu'il est avec lui sur cette oui, il en parle dans le livre, tout à fait. Oui, exactement. Bon, ça, on en a parlé, c'est Siegfried, un des grands rabbins de Constantine. Manitou, évidemment, qui a été plus qu'un ami, vraiment. Manitou a toujours été... Il n'était pas Constantinois, il était oranais, je crois. Comment? Il était Benoît. Il n'était pas Constantinois. Non, Benoît. C'est un Benoît. Benoît. Mais Manitou, oranais. Oranais, c'est ça. Oranais. Voilà. Non, il était Benoît. Non, tu confonds avec Shoshana, Gérard. Manu Shoshana était Benoît. Manitou était oranais. Ça va? Rav Naouri et Benoît. Manitou est oranais. Oui. Ça va, c'est moi qui me trompe. Et bon, voilà. ça, on en a parlé. Bon, ça, c'est Gérard, à sa soutenance de thèse de médecin. Vous n'avez pas changé, Gérard. Voilà. Vous avez gardé la barbe. Alors, voilà, ma soeur Dolly et son mari, ce sont eux qui se sont mariés les premiers en 76 ou en 77. Et qui ont fait l'ALIA. Non, ils ont fait l'ALIA il y a 2 ans maintenant. Mais leurs enfants, il y a elle, justement, dont on parlait tout à l'heure, la première petite fille. La jumelle de Chirel. Voilà. Elle a fait son ALIA déjà il y a longtemps. Elle a une fille de 16 ans. Et c'est leurs 2 autres enfants aussi. Ma sœur Muriel, qui est infirmière, et son mari Avner, eux ont fait leur ALIA tout de suite après leur mariage, en 83. Dès qu'ils se sont mariés, ils sont montés en Israël. Et c'est un peu grâce à elle, on va dire, que j'ai appris à cuisiner, parce que Muriel était restée donc à la maison chez maman, et elle était toujours très proche de maman. On a pratiquement 9 ans de différence. Et moi, j'étais déjà plus là depuis très longtemps. Et je cuisinais pas. La cuisine, ça n'a jamais été, à l'époque, c'était pas du tout mon truc. Et quand elle était rentrée, le premier Rosh Hashanah, elle me dit, mais comment, tu vas pas me faire ça comme elle faisait maman? Ben, moi, j'ai aucune idée. Donc, elle téléphone pour savoir comment on fait telle chose. Et ça, c'est la devanture. Alors, avec les magasins, il y avait
avec le magasin, il y avait un complexe de bâtiments qui était au-dessus du magasin d'en bas. Et ça s'appelait le Bazar Narboni d'ailleurs. Il y avait plusieurs entrées. C'est une des entrées de ce complexe de bâtiments qui était, si je ne me trompe, sur la place Négrier, cette entrée-là. Voilà, ça c'est la deuxième entrée qui était dans une petite rue parallèle. C'était tout un complexe, si je ne me trompe pas, de plus de 40 appartements avec une grande cour intérieure dans le style patio où les enfants aimaient bien jouer d'ailleurs. C'est tout. Alors, avant d'écouter ce petit audio, il y a une petite histoire drôle que j'aimerais rappeler. Peut-être que Aimé-Laure s'en souvient. C'est le cuisinier chinois. Ah oui, oh là là. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que je l'ai marqué voilà, page 409. En fait, le principe des cuisiniers du Dej, c'est que pour la plupart du temps, ces cuisiniers venaient du Maroc. Ils avaient eu l'habitude de travailler aussi avec le Dej au Maroc et ils venaient pour les différents camps et colonies des différentes villes. Ils venaient cette année-là, en 67, il y avait eu un problème et il n'avait pas pu venir. Donc, papa avait lancé un michaz, je dirais en hébreu, une annonce pour avoir un cuisinier. Et celui qui s'est présenté, c'était un Vietnamien. Donc, on lui explique qu'il est engagé et comme toujours, c'est maman qui s'occupait de l'économa dans l'économie. Et il dit à papa, écoutez, je ne comprends pas ce qu'elle a, votre femme. Moi, je veux mettre un morceau de beurre dans la viande pour qu'elle soit meilleure et plus tendre. Elle ne veut pas, vous savez, monsieur le directeur, votre femme est avare. Je suis prêt à payer, moi, un quart de beurre pour que ce soit bon. Et il lui dit, et avec le rabbin, je comprends encore moins. Vous savez, monsieur le directeur, votre rabbin, quand il a des œufs devant lui, il les casse. Et de temps en temps, il en jette un. Comme ça, c'est un fou. Et puis la viande, la belle viande, il la met dans l'eau, il la laisse, et puis, certainement, il va courir les filles. Bon, évidemment, ça n'a pas tenu plus de 4 jours, et la cuisine est retombée sur les épaules de maman. Alors, nous allons terminer cette émission. Je tiens à rappeler l'émotion qu'a eu mon confrère et collaborateur de Radio JM, puisque nous sommes tous les deux journalistes de Radio JM, Marc Mimoun, qui dit de Georges Fall, ça a été mon deuxième père. Absolument. Et nous allons terminer cette émission en écoutant de nouveau la voix de Georges Fall. Nous allons l'écouter parlant de la récompense. Attends. Quelle est la récompense d'une mitzvah? La récompense d'une mitzvah est une mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est d'aller vers une autre mitzvah. Et on n'a jamais compris ça. Mais quand vous êtes dans le coup, quand vous faites une action, et que vous voyez qu'au bout de cette action, il y en a une autre, et que grâce à la première, vous allez attaquer la deuxième, c'est extraordinaire. Nous allons terminer cette émission en nous séparant d'Aimé et Gérard, les enfants de Georges Fall. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle et CKCU.